trouvé la mort. Maintenant que l'on polémique sur le nombre, je crois que ce n'est pas le plus important. Il y a plus important. Le plus important pour nous, c'est de faire de sorte que nous puissions, en tout cas, protéger toute la communauté autour de l'école. Et cela a été décliné en amont de l'ouverture des classes par la signature d'un protocole sanitaire qui a été validé et qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas respecté partout dans le Sénégal. Et je crois que c'est ça le véritable débat. Alors, si je comprends bien, on déplace un peu le débat, parce que ce qui serait important aujourd'hui, Birane, c'est de parler de ce protocole sanitaire qui ne serait pas respecté à l'école, parce qu'on le sait, on parle déjà de manque d'eau dans certaines écoles, on parle de déficit de table-banc dans certaines écoles, donc il faut un peu revoir le protocole sanitaire. Oui, il y a un protocole révisé lors de la deuxième vague de la pandémie. Oui. Et entre acteurs de l'école, des discussions ont été entamées. Et que, en ce qui concerne pour le respect rigoureux de ce protocole, on avait indiqué également que l'État dote en tout cas les établissements de suffisamment de masques et de gel pour respecter intégralement les mesures barrières. Mais lors de la reprise, n'est-ce pas, de cette année, sur 4500 élèves apprenants, l'État a mis en tout cas en place 5 millions de masques. 5 millions de masques, si vous 4 faites millions, 4 millions environ, on nous dit 5 millions de masques. Si on fait la répartition, on se rend compte que même voilà, un élève, même pas un masque pour un élève. Et si on ajoute également les enseignants, ça veut dire que ce nombre est largement insuffisant. Ça montre tout simplement que le protocole tel que c'est indiqué n'est pas rigoureusement respecté. Et là, je crois qu'il y a des impacts par rapport à cet état de fait. Aujourd'hui, quand on nous annonce des enseignants, n'est-ce pas, qui seraient également morts de cette Covid, c'est vrai, il y a un démenti du ministère de l'Éducation nationale par le biais du directeur de la formation, mais je crois que nous les demandons tout simplement, en rapport avec le ministère de la Santé, essayer de travailler sur les chiffres exacts, pour en tout cas qu'ils puissent prendre les dispositions de protéger les enseignants, protéger l'école, pour que la pandémie, l'école ne soit pas en tout cas un milieu de propagation de cette pandémie. Alors, il faut le dire, c'est impératif de protéger les enseignants et de protéger surtout également les élèves, parce qu'ils peuvent transmettre justement le Covid. Par rapport à ça, il y a eu le protocole sanitaire. Que dire de ce protocole sanitaire déjà ? Oui, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de saluer aussi en fait la détermination de nos camarades, les enseignants plus particulièrement, compte tenu de cette situation vraiment difficile de la Covid-19 qui défraie la chronique au Sénégal et partout dans le monde. Comme vous l'avez dit et aussi comme les camarades viennent de le dire, la Covid est aujourd'hui dans les écoles. Maintenant, c'est clair, la Covid est maintenant placée dans les écoles sénégalaises. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi cela? En amont, est-ce que l'État a fait ce qu'il devait faire? Appeler, n'est-ce pas, les concernés, les syndicats d'enseignants, discuter avec eux sur la problématique de la gestion de la Covid au niveau du milieu scolaire. C'est pas ce qui s'est passé? Non, l'État ne l'a pas fait. On a reçu uniquement des protocoles sanitaires, 2 protocoles sanitaires venant des autorités, effectivement. Mais ces protocoles sanitaires n'ont jamais été respectés, comme l'ont dit les camarades du G7 qui sont là devant moi. Et pourquoi ça n'a pas été respecté? Parce qu'il n'y avait pas un engagement syndical pour leur faire respecter ce protocole sanitaire. Parce qu'on ne peut pas donner une loi, voter une loi d'habilitation à l'Assemblée nationale, doter de l'État de 1000 milliards et laisser aujourd'hui l'école en rade. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est la faute, je pense, des syndicats. Parce que les syndicats ne sont pas entrés en action pour exiger du gouvernement l'application correcte de ce protocole sanitaire. Vous savez, dans le protocole sanitaire, il y a un point important. Donc, ils ont une grosse part de responsabilité. Mais absolument. Nos camarades du G7 ont une grande responsabilité par rapport à ça. C'est un laxisme qui ne dit pas son nom. Parce que quand on vote un protocole sanitaire, c'est pour l'appliquer. Oui. Et dans le protocole sanitaire, il y a un point important. Tout établissement qui n'a pas de point d'eau devait être fermé. Un établissement qui n'a pas de latrine, qui n'a pas de toilette fonctionnelle doit être fermé. Mais voilà des critères que les écoles n'ont pas. 80% des écoles sénégalaises n'ont pas de latrine, n'ont pas de toilette fonctionnelle, n'ont pas d'eau. Et les enfants sont entassés, ils sont dans des classes, avec des effectifs pléthoriques. Les camarades sont exposés, tout le monde est exposé. C'est ça qui vaille. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de reconstruire ces erreurs-là. Et c'est pas trop tard, parce que la Covid est là et les moyens sont là. Où sont passés les 1000 milliards votés par l'Assemblée nationale? Je pense que ce n'est pas terminé. L'école doit avoir sa part. Et cette gestion vraiment de ces 1000 milliards-là doit être vraiment partagée avec tous les Sénégalais.
pour qu'on puisse vraiment dire la part de l'école sénégalaise, la part, n'est-ce pas, des élèves en termes de masques, de gel, n'est-ce pas, de distanciation, etc., etc. C'est ça aujourd'hui qui va... Alors, on les avait sur ce plateau, ils ont à peu près fait le bilan de ces 1000 milliards, ils nous ont expliqué un peu comment ça s'est passé. Mais pour revenir à vous, Monsieur Gueye, quelle est la part de responsabilité aujourd'hui des enseignants ou bien des syndicalistes pour le respect du protocole sanitaire? Je crois qu'ils n'ont aucune responsabilité. Il revient en charge à l'État d'organiser les apprentissages, les enseignements-apprentissages. Et je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous autres du G7, à l'issue des élections, nous avons été les dignes représentants des enseignants. Et c'est pourquoi nous sommes conviés aux rencontres pour valider. Et c'est à ce titre qu'à la veille, ou en amont... Vous êtes la voix des enseignants. Oui, des syndicats. Nous avons discuté et validé. Et bon nombre de nos observations ont été intégrées dans ce protocole. Donc il s'agissait à ce moment précis pour l'État maintenant de prendre ses responsabilités en dotant comme le prodigue ce protocole 3 masques à chaque élève, de faire de sorte que toutes les écoles puissent être dotataires d'eau et en quantité suffisante, de faire de sorte qu'il y ait suffisamment de gel, qu'il y ait suffisamment de savon, parce que la distanciation sociale ne saurait être respectée. N'oubliez pas qu'il nous manque des locaux, au point qu'aujourd'hui même, il y a des classes spéciales. Quand je dis classe spéciale, c'est un enseignant pour 3 ou 2 locaux, n'est-ce pas? 2 niveaux. Il y a un déficit de table-banc. Oui. De ce point de vue, il n'est même pas pensable que les élèves puissent s'asseoir à 2. Donc, de ce point de vue, nous pensions que ce qui était beaucoup plus urgent, c'était de faire de sorte que les enfants et les enseignants puissent avoir au moins des max. Et je crois que le camarade l'a déjà dit. Nous nous sommes rendus compte, à travers les missions que nous effectuons, nous sommes sur le terrain présentement. Les organisations, bon nombre d'organisations sont sur le terrain, mais nous constatons qu'il y a quand même à ce niveau-là à redire. Mais est-ce qu'il suffit justement que de constater, parce qu'on se rappelle encore quand il y a eu le protocole sanitaire, il était dit que vous êtes libre aujourd'hui de fermer une école si vous voyez que le protocole sanitaire n'est pas respecté. C'est pour ça que je demandais la part de responsabilité aujourd'hui des enseignants. Parce que si aujourd'hui on ferme, et des syndicats, si aujourd'hui on ferme une école, c'est sûr que ça va sonner l'alerte au niveau du ministère. Mais qui va fermer? Est-ce que c'est nous qui avons la prérogative de fermer ou d'ouvrir les écoles? Je crois qu'il faut que nous soyons lucides. Oui, mais vous êtes libre de faire cours ou de ne pas faire cours. Oui, mais Néné Aïcha, la question n'est pas aussi simple que nous le pensons. Nous avons vécu une année particulière, l'année 2020, où nos enfants sont restés 8 mois sans aller à l'école. Et ça a impacté sur le système éducatif. Et cette pandémie-là, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Aujourd'hui, en tout cas, nous autres de l'UDEN, nous faisons partie de l'international de l'éducation, qui représente 400 organisations éparpillées dans 170 pays et qui recouvrent 30 millions d'enseignants. Il n'y a pas un seul pays qui ait fermé ses portes. Je crois que nous devons aussi nous soucier de l'avenir de ces jeunes-là. Et il faut corréler toutes ces dimensions-là. Et c'est pourquoi nous pensons que ce que nous devons faire, c'est d'alerter, c'est de dire à qui veut l'entendre. Et ça, nous le faisons. Nous ne cessons d'alerter, nous ne cessons de parler avec l'opinion. Vous savez, on n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Je crois que nous sommes tous dotés d'intelligence. Et ce qui est important, ce n'est pas les pierres qu'on se jette. Mais ce qui est important, c'est de regarder, et de manière responsable, les manquements, de les pointer. Et maintenant qu'il y ait une volonté de la part du gouvernement de comprendre que ce système-là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le système éducatif, il est le soubassement du développement. Et tel, il se doit, si nous voulons nous mettre dans la dynamique d'émergence, de tout faire pour que ces écoles-là puissent fonctionner et que nous puissions prodiguer des enseignements, apprentissages de qualité. Alors, voilà les questions d'enjeu. Vous aussi, vous pensez que l'État est le seul responsable de cette situation? Dans cette situation, je ne mettrai pas tout sur le dos de l'État. Je crois qu'en tant que citoyen,
responsable et engagé par rapport au développement de notre pays sur tous les plans, nous avons notre part également dans ce qui doit se déterminer. Raison pour laquelle il était question à un moment donné de verser notre contribution, en tout cas en termes de propositions d'orientation à donner aux décideurs pour qu'ils mettent l'école sur des rails pour permettre à nos enfants, aux citoyens, aux parents d'élèves qui étaient tellement... ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Je crois qu'en ce moment, on avait vu notre position très responsable. Je crois que, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade, il ne s'agit pas de se jeter des invectives ou de crier pour se faire entendre. C'est une question de responsabilité. À le moment donné, nous avions pris notre responsabilité. Maintenant, nous avions indiqué au gouvernement ce qu'il fallait faire, en tout cas au niveau de l'école. C'était quoi? Doter de masques aux élèves et aux enseignants, mettre des lavoirs, mettre des gels également hydroalcooliques, mais également faire de tout pour respecter la distanciation physique. Et je crois que lors de la première vague, cela a été noté et ça a donné des résultats que nous avons tous constatés. Aujourd'hui, avec la reprise sur une population de 4500 élèves, 4 500 élèves, je pense que c'est à ce niveau également que l'État a besoin d'être accompagné davantage en tant qu'acteur que nous sommes. Accompagner l'État, c'est quoi? Parce que ce sont nos enfants, nous sommes à la fois des parents d'élèves. Oui. C'est d'indiquer au gouvernement les mesures à observer pour que l'école puisse fonctionner convenablement. Parce que dans ces situations, le Sénégal n'est pas seul. À l'instar également des autres pays à travers le monde, nous avons vu les mesures qui ont été prises pour que les enseignements apprentissages reprennent dans ces pays-là. Et nous sommes dans cette même dynamique. C'est quoi? Il y a des manquements. Il y a le non-respect de ce protocole sanitaire. Comme l'État ne respecte pas également notre protocole, d'accord. Je dirais que l'État a un problème de respect de protocole. Ça, nous le constatons tous. Mais nous ne cessons également d'être derrière l'État pour exiger à ce que ce protocole soit respecté. Parce que ça va de notre vie, également de nos enfants et de toute la nation. N'oubliez pas que cette situation a affecté tous les pans de la société. Donc, il ne faut pas se singulariser pour pointer du doigt à qui que ce soit. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de se tenir debout, accompagner le gouvernement pour qu'on combatte également ce virus-là. C'est important. Alors, peut-être pour fermer cette première phase, alors, quelle solution peut-être préconisez-vous aujourd'hui? Oui, je pense que la solution, elle est là, elle est globale. Et puis, la solution dépend, n'est-ce pas, de l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements. Parce que, comme vous le savez, il y a des scientifiques qui se réunissent, n'est-ce pas, pour déterminer, n'est-ce pas, la manière de gérer la Covid dans les établissements et aussi dans le Sénégal. Et je pense que nous, ce que nous devons faire en tant que syndicat, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes des syndicalistes. Notre devoir, c'est de revendiquer, n'est-ce pas, d'exiger du gouvernement l'application correcte de tous les protocoles signés avec les syndicats d'enseignants. Plus particulièrement les protocoles sanitaires et pédagogiques. Ça, on ne renégocie pas. On ne renégocie jamais des protocoles. C'est quelque chose qui a été établi par des scientifiques librement. Les moyens sont là. On a doté de suffisamment de moyens à l'État du Sénégal, 1000 milliards, n'est-ce pas, pour lutter contre la Covid. Mais je pense qu'on doit injecter cet argent-là dans les écoles pour protéger les enfants, pour protéger les enseignants, comme ils l'ont dit. Mais pas de dire que non, nous sommes là et puis nous attendons que l'État fait ceci, l'État fait cela. Non, il faut exiger de l'État cela. Et cela, c'est un rapport de force entre les syndicats et le gouvernement. Ce gouvernement ne connaît que des rapports de force. Mais malheureusement, le terrain est là. Les enseignants sont laissés à date. Mais si on parle de rapport de force, est-ce qu'on pense aujourd'hui aux élèves également? Et bien sûr, on pense aux élèves parce que il va de la sécurité de nos enfants et de la survie de nos enfants et de l'école sénégalaise et plus particulièrement des enseignants dont nous défendons en tant qu'organisation syndicale. On ne doit pas se mettre là pour dire que non, l'État est en train de faire ceci, nous sommes des Sénégalais. Mais bien vrai, nous sommes des Sénégalais. Mais s'il n'y avait pas de moyens, là, on n'aurait pas crié. Mais il y a des moyens qui ont été déployés, des moyens colossaux pour l'école et pour les Sénégalais. Je considère que nous devons pousser l'État du Sénégal à mettre ces moyens-là, n'est-ce pas, à la disposition des écoles sénégalaises pour que nos enfants soient protégés, pour que les enseignants soient protégés, pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus de morts, comme on l'a constaté ces derniers temps. Et là aussi, je vais revenir sur là-dessus. Et les morts dont on parle là au niveau du système éducatif. Mais Dieu merci, paix à leur âme. Mais ce n'est pas au niveau uniquement de
de l'éducation. C'est partout, c'est au niveau de la santé, à l'Assemblée nationale, des ministres, des marabouts. Ça, vraiment, nous prions pour que Dieu, vraiment, les accueille mais justement, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas le démenti aujourd'hui du ministère de... Oui, je pense que ce débat-là, n'est-ce pas, on doit le mettre sur terre, n'est-ce pas? Nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu, et prions le bon Dieu pour que cette Covid-là soit éradiquée du Sénégal, pour qu'on puisse vraiment être sous les rampes du développement. C'est ça vraiment notre motivation et notre conviction très forte. Mais pas polémiquer sur le nombre de morts des enseignants, des médecins, des députés, des ministres, ça vraiment, c'est peine perdue. Aujourd'hui, le Sénégal vraiment doit dépasser ces querelles de bas étage. C'est comme aussi le cas au niveau de la justice qui défraie la chronique ces derniers temps. C'est un glissement que je fais. Je considère que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des responsables. Nous devons faire de sorte que le Sénégal soit vraiment stable et vraiment campé sur les rails du développement. C'est ça notre but. C'est important. Alors, d'une autre part aussi, il faut qu'on en parle, des indemnités du bac. On le sait, les enseignants menacent peut-être d'aller en grève pour exiger le respect des protocoles signés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà? Oui, je crois qu'à ce niveau aussi, il y a encore à redire. Le gouvernement avait signé un protocole d'accord depuis le 30 avril 2018 pour respecter rigoureusement le paiement de ces indemnités avant le 30 novembre de chaque année. Bon, nous nous sommes rendus compte que cette année a été une année particulière parce que nous avons ouvert les classes à partir du mois de novembre. Mais cela ne dédouane pas du tout l'État qui se devait de prendre toutes les dispositions pour qu'après service rendu, que les enseignants puissent rentrer dans leurs fonds. Ça n'a pas été. Mais vous savez, dans ces genres de situations, les syndicats sont autonomes et les syndicats apprécient en fonction de la situation pour se déterminer. Et à ce niveau, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de beaucoup de nos organisations, il n'y a que des amicales. Nous avons vu des enseignants s'organiser en amicales au niveau des lycées pour réclamer. C'est ce qui s'est passé. Et nous sommes solidaires avec eux parce que nous estimons que quand même, les enseignants n'ont d'autres ressources que ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est minime par rapport à ce que les autres qui sont dans la même fonction publique que nous reçoivent après les services rendus. Donc, de ce point de vue, nous demandons à l'État vraiment de revenir à la raison et de comprendre que ces enseignants-là, ils sont les outils, ils sont les éléments les plus rigoureux ou les éléments les plus importants pour asseoir un développement. Et de ce point de vue, on leur doit considération et respect. Et c'est pourquoi nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, respect vraiment des engagements pris entre les syndicats et le gouvernement. Si tel est le cas, mais je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. Nous avons déjà montré à l'opinion que nous sommes des patriotes. Au moment où c'était beaucoup plus difficile, nous avons mis notre sac en bandoulière et nous sommes allés dans les profondeurs du Sénégal. Et bon nombre d'entre nous ont été impactés ou infectés. Mais cela n'a pas empêché de rester dans notre devoir. Donc je crois que c'est à l'État vraiment de comprendre tout ce sacrifice consenti par les enseignants que nous sommes pour nous respecter et respecter la communauté et prendre en charge ces enfants-là. Néné, il y a des enjeux beaucoup plus importants que ces considérations. Si je vous disais qu'aujourd'hui, il y a 1 500 000 enfants qui n'ont pas pu accéder à l'école parce qu'ils n'ont pas de dossier, ils n'ont pas de casier judiciaire, parce qu'ils n'ont pas assez de locaux pour les... Mais ça, c'est des questions d'enjeux. Aujourd'hui, après, parce qu'il y a ce que nous appelons la COFEMEN, qui regroupe un ensemble de pays et qui ont mis en place un programme dénommé le PASEC et qui a fait l'évaluation des enseignants et des élèves. Et les résultats, aujourd'hui, doivent nous interpeller, les uns et les autres, à aller sur l'essentiel. Et là, c'est une interpellation par rapport au gouvernement. Parce que ce n'est pas à nous de déterminer la politique, ce n'est pas à nous de mettre les moyens. Nous, nous sommes des, comme je le dis, des artisans, des techniciens de l'éducation et nous accompagnons. Et si on n'est pas mis dans les conditions requises pour accompagner normalement, il est évident qu'il y aura des manquements. Alors, parlons du respect des protocoles d'accord. Est-ce qu'il y a eu des points d'avancement déjà? Et que vont faire les enseignants pour exiger le respect de ces protocoles? C'est regrettable de mentionner cela, comme il vient de le dire.
Ce point dont on évoquait parler tout à l'heure également est un point du protocole signé le 30 avril 2018, parmi tant d'autres. Et vous vous rappelez, il y a de cela quelques conseils de ministres passés, le président donnait instruction à ses ministres pour que des dispositions soient prises afin que les indemnités, le DMC, tout cela soit payé. Mais jusqu'à présent, rien, aucun acte n'a été posé, que des discours. Mais je vous le disais tout à l'heure également que ce gouvernement a un problème. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au contexte sanitaire? Non, même s'il y a un contexte qui est là. Je crois que ces examens ont été effectués depuis l'année passée, en 2020. Il y a un programme budgétaire qui est là. L'État doit prendre en charge, doit prendre des dispositions pour qu'après service fait, qu'on puisse payer ce dû-là aux enseignants. Malheureusement, bon, on ne comprend pas. On nous avance toutes sortes de situations. Tantôt, l'argent a été déposé au niveau des banques. On attend que la répartition soit faite. Tantôt, on nous dit que, bon, d'un moment à un autre, ou bien des problèmes sur les numéros de compte, on nous a raconté toutes sortes d'histoires. Mais aujourd'hui, comme le disait l'autre tout à l'heure, nous exigeons du gouvernement le respect strict de ce protocole d'accord signé le 30 avril 2018. Et dans ce protocole d'accord, il figure la question du DMC. Et à travers le Conseil des ministres passé, je le rappelle encore, le président avait donné instruction, est-ce que ces ministres sont compétents ou bien c'est un jeu de, je ne comprends pas, de discours qui sont en train de nous servir. On en a, bon, comme disait l'autre, marre de cette situation. Aujourd'hui, ce que nous voulons, pour maintenir l'école, en tout cas dans cette dynamique, c'est que l'État puisse respecter ses engagements. C'est regrettable de parler des questions d'indemnité. En tout cas, nous, au niveau du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants, on avait réglé ce problème depuis très longtemps pour dire que cette question soit prise en charge par les sections académiques. Parce que la réalité n'est pas la même partout. Mais malheureusement, l'État n'accompagne pas, l'État ne fait pas d'efforts dans ce sens. Ce qui nous conduit à des dépôts de préavis d'ailleurs. Notre bureau exécutif national s'est tenu des jours passés et on a abouti, en tout cas, des orientations, des recommandations étaient données pour que le SAEMS dépose un préavis de grève pour exiger du gouvernement le respect de ce protocole d'accord. Mais dans ce protocole, aujourd'hui, le monitoring pose problème. Ça a été confié par le Premier ministre. Depuis lors, on a encore retiré ça pour confier à un autre, mais le gouvernement prétexte en tout cas cette pandémie pour oublier, ranger ça dans les tiroirs. Nous n'acceptons pas cette situation. Tout ce que nous pouvons, c'est d'exiger, d'élever la voix, attirer l'attention du gouvernement pour que ces engagements puissent être respectés. Maintenant, le président de la République nous donne des discours. Bon, c'est beau, etc. par rapport à ces discours. Mais nous voulons des actes concrets, des actes précis pour que nos points de revendication puissent connaître quand même un avancement. Mais jusqu'à présent, c'est des jeux de yo-yo, nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, ça risque de déteindre également sur le fonctionnement de l'école. Parce qu'il y a une situation pandémique qui est là et les enseignants sont démotivés, bien qu'il y avait un engagement patriotique. On a vu lors du convoyage de la première vague, il y a des enseignants qui ont été affectés. Ils ont accepté d'aller flirter également avec le virus. Compte tenu de tous ces efforts, de cet engagement, je crois que l'État ne devrait pas, en tout cas, croiser les doigts, fermer les yeux sur cette situation. En plus du respect qu'on exige pour le protocole sanitaire, nous demandons également à l'État, nous exigeons de l'État qu'il respecte ce protocole d'accord. Sans cela, mais il y a des risques de perturbation. Ça aussi, nous ne cachons pas. Justement, c'est là la question. Est-ce que les perturbations vont servir à quelque chose? Parce que depuis très longtemps, quand même, vous exigez le respect des protocoles d'accord. Et depuis très longtemps, il y a eu des grèves, il y a eu des débrayages. Mais est-ce que vous vous faites entendre aujourd'hui? Écoutez, Nana Aïcha, je pense que la véritable question qui se pose, c'est le respect des protocoles d'accord. Parce qu'eux, ils ont parlé du protocole d'accord de 2018, que j'ignore complètement moi. Moi, le seul protocole que je connais, signé entre le gouvernement du Sénégal et toutes les organisations légalement constituées au Sénégal, c'est le protocole du 17 février 2014. Et ce protocole-là, jusqu'à présent, ça fait foi. Toutes les organisations syndicales, je dis, légalement conçues au Sénégal, l'avaient ratifié, l'avaient signé. Et il faut le rappeler, ce protocole venait de différents protocoles de 2003 jusqu'en 2014 qu'on a compilé, n'est-ce pas, pour faire un seul protocole. C'est pourquoi Mansour Sy avait dit à son temps que nous venons de signer des accords réalistes et réalisables. Jusqu'au moment où nous vous parlons, c'est ce protocole-là qui demeure et ce protocole-là n'est pas respecté. Chemin faisant, il y a eu des élections de représentativité. Je ne voulais pas en revenir, mais il est important d'en revenir. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à la table des négociations depuis 4 ans. Ils se disent majoritaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis aujourd'hui entre les mains des enseignants? Depuis qu'ils ont gagné les soi-disant élections dont ils parlent, jusqu'au moment où je vous parle, les enseignants
sont traînés dans la boue. Aucun protocole n'a été respecté, rien du tout. Aujourd'hui, à la fonction publique, vous connaissez la fonction publique, le ministère de la fonction publique, oui. Les dossiers des enseignants traînent là-bas depuis des dizaines d'années, je dis bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un enseignant qui a son acte, depuis par exemple 2012 jusqu'en 2021, il ne peut pas avoir son acte. Son acte souffre là-bas, sous prétexte que ce n'est pas signé, sous prétexte que nous allons faire, je ne sais pas, l'état des lieux pour essayer d'organiser les différents services, créer un link pour... etc., etc., etc. Donc, à quoi sert cette représentativité à la table des négociations? Ce gouvernement-là, il faut le dire, il faut le répéter, ne connaît que le rapport de force. Le rapport de force, nous sommes des syndicalistes. Mais est-ce que c'est pas un peu fort quand on dit quand même que ce syndicat ne représente pas dignement, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez dire, ne représente pas dignement les professeurs? Parce que depuis 2014, nous courons derrière des dossiers au niveau de la fonction publique. Depuis 2014, nous courons derrière des parcelles viabilisées au niveau de Dakar et dans les différentes régions du Sénégal. Depuis 2014, nous courons derrière le DMC. Depuis 2014, nous courons derrière le recrutement de professeurs au niveau de la FACEF. Mais le syndicat est en train de négocier également et à la table des négociations. Non, je dis que c'est déjà négocié et bouclé. C'est un protocole qui a été bouclé. Non, mais pour le respect. Pour le respect, maintenant, très bien. Et ils ont fait, combien de monitoring ils ont fait avec Serigne Mbaye Thiam, avec Cheikh Kanté, avec le nouveau ministre là. Combien de monitoring? Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Mais la faute à qui? La faute à qui également? Est-ce que c'est la faute au syndicat ou bien c'est la faute à l'État du Sénégal? Je crois qu'il faut que nous soyons beaucoup plus sérieux. Nous tous, nous sommes des artisans de l'école. Et que nous tous, si tentés, nous voulons que ce pays-là puisse décoller à l'instar des autres pays développés. Et c'est pourquoi nous avons pris engagement de nous mouvoir dans le syndicalisme. Mais le syndicalisme, ce n'est pas la guerre. Oui. Le syndicalisme, c'est une manière d'accompagner, pour ne pas dire que nous sommes dans un partenariat dynamique. Nous qui sommes sur le terrain et qui embrassons le métier et qui pratiquons le métier, connaissons beaucoup plus que ceux qui gouvernent. Et nous devons, à chaque fois que nous voyons des difficultés, leur dire que voilà les difficultés. Par rapport à la pratique, voilà ce qu'il faut faire pour contourner ces difficultés. Nous y sommes. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que la négociation était difficile parce que nous étions 57 syndicats et à raison de 3 par syndicat pour les représentations. Mais les négociations étaient difficiles. Sans compter les cabinets. On était plus de 200 dans la salle. Oui. Les salles étaient exiguës. Et c'est nous-mêmes, la partie syndicale, qui avait demandé au gouvernement pour rationaliser déjà. De rationaliser la table de négociation. Voilà comment est partie les élections. Nous sommes partis avec une proposition d'arrêter organisant ces élections-là. Et nous tous étions représentés dans cette structure-là. Nous avons discuté. Et le seul point de discorde, c'était la subvention aux syndicats. Or, c'est quelqu'un qui est proposé et qui soit de la partie syndicale. Il était le seul. Mais le gouvernement a sauté de ça, n'est-ce pas, pour mettre ce point en veilleuse. Mais nous tous savons que les syndicats sont d'utilité publique. Ce qu'ils font, ils le font pour le peuple. Et si vous allez un peu partout dans le monde, et là je suis à l'aise pour le dire, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, représenter mon organisation. Ou partout où vous allez, les élections ont été organisées. C'est les élections qui sont sorties, représentatives, qui représentent les autres organisations. Oui, alors, et ils sont subventionnés. On ne va même pas revenir sur les élections. Mais si aujourd'hui, oui, il y a des élections qui sont sorties du lot, après que nous tombons d'accord sur cet arrêté-là, et que nous allons en élection. Et je vous rappelle, Néné, que ces élections-là ont été organisées par la partie administrative. D'accord. Par les gouverneurs. Comment ça s'est passé? Oui, on ne va même pas revenir sur... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Non, je ne suis pas d'accord. Non, les élections ont été organisées par le ministre du Travail, pas par le gouverneur. Non, parlez bien. Je peux être qu'on soit clair. Je veux qu'on soit clair. Et que ces élections-là ont été une mascarade en amont comme en aval, nous l'avons dénoncé. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de résultat aujourd'hui
officielle pour dire que voilà les gagnants ou bien les perdants. C'est faux. Nous avons déposé un recours en annulation au niveau... Oui, mais non, il faut qu'on s'écoute. Oui, il faudrait qu'on s'écoute. Mais il faut pas laisser parler je l'ai dit, on ne va pas revenir sur les élections parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est par rapport justement à ces indemnités. C'est un glissement, mais ce n'est pas le plus important. Je vais continuer. On parle de représentativité. Pour conclure. Mais ce n'est pas des gouverneurs qui organisent les élections. C'est pas des gouverneurs qui organisent ces élections. C'est via les autorités administratives. C'est ces autorités-là qui ont organisé sur le terrain les élections. Mais, comme vous le dites, ce n'est pas ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui doivent représenter les organisations sont désignés et ils sont sur la table de négociation. Illégalement. Mais dire... Il n'y a pas de résultat officiel aujourd'hui. Qu'ils n'ont rien fait. Illégalement. C'est aussi se verser, à mon avis, dans un subjectivisme qui ne dit pas son nom. Non, vous savez, sérieux. Vous savez. Oui. Vous savez. Il faut que nous soyons courtois dans le discours. Il faut que nous soyons prospectifs. Parce que le plus important, ce n'est pas de nous tirer entre nous. Oui. Le plus important, on dit la vérité. C'est de travailler. D'accord. C'est de travailler pour que nous puissions sortir de ce tunnel dans lequel nous sommes. C'est ça. Et là, je suis d'accord. Voilà. Là, je suis d'accord. Oui, Béran. Alors, sur cette question, je ne vais pas beaucoup je vais pas beaucoup dire sur cette question. Pour ne pas revenir sur les élections de représentativité. D'accord. En l'écoutant parler tout à l'heure, il disait qu'il n'était même pas au courant de ce protocole de 2018. Effectivement. Bon, vous rappelez tout à l'heure même la date, en tant que journaliste, en tant qu'acteur citoyen sénégalais. Ça me fait dire tout simplement, peut-être qu'il est dépassé par la vie syndicale. Mais aujourd'hui, personne ne peut ignorer en tout cas ce qui s'est passé en 2018, ce protocole signé. Et d'ailleurs, à travers ce protocole, c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est pas un protocole, c'est un avenant que vous avez signé, monsieur Gaye. C'est un avenant, c'est pas un protocole. On le laisse terminer. Je te rectifie, c'est un avenant. C'est pas un protocole. Je reviens vers vous, monsieur Kane. On le laisse terminer, je reviens vers vous. Alors, aujourd'hui, il y a des points qui n'ont pas encore été satisfaits. Oui. Mais nous continuons toujours à nous battre et exiger du gouvernement pour le respect de ces points. Mais quand même, il y a eu des avancées, ça, nous n'oublions pas. Vous vous rappelez la question sur l'indemnité de logement. Mais c'est un acquis à travers ce protocole d'accord. Je peux en citer d'autres. Les passerelles professionnelles, les sortants de la FASTEF ou bien de l'école de Thiès, des pacifiens de Thiès. Et beaucoup d'autres points que également je peux aujourd'hui citer. Mais il reste... Parce que ce protocole était inscrit également dans la durée. Aujourd'hui, nous faisons l'évaluation, nous voyons qu'il y a de ces points qui restent encore toujours, des questions qui restent toujours pendantes. Raison pour laquelle il ne faut jamais se croiser les bras, nous allons continuer à exiger. Mais ce n'est pas la peine d'instaurer vraiment cette polémique. L'essentiel, c'est un travail de terrain. Et les enseignants bien avertis vont reconnaître ce que leurs syndicats ont fait pour eux et quels sont les acquis qui ont été obtenus. C'est ça le plus important. Maintenant, ceux qui veulent exister par vraiment... dans le cadre des querelles, ils ne nous trouveront pas sur ce terrain. Nous sommes très responsables et nous voulons être responsables en face des enseignants à qui nous représentons et qui sont aussi des personnes responsables. Raison pour laquelle les débats sur lesquels en tout cas nous abordons, c'est des questions de carrière. C'est des questions comme telles de cette situation qui est la pandémie. C'est des questions également de rémunération. Et d'ailleurs, nous avions travaillé avec le gouvernement sur la question de la rémunération. On était très en avance sur cette question et qu'un document béton a été posé sur la table du gouvernement, en l'occurrence le président de la République. Il restait à son niveau qu'une décision soit prise. Maintenant, il y a, je ne sais pas, je ne comprends pas le pourquoi, mais jusqu'à présent, le gouvernement peine à prendre une décision finale par rapport à cette question. Mais, en tant que syndicat représentatif, je crois que la représentativité a été consacrée par les élections, de par les enseignants. Il n'est pas question qu'on revienne, nous, en tant que syndicat leader qui siège autour de la table de négociation avec le gouvernement. Maintenant, ceux qui se sentent un peu à l'écart, mais c'est normal. Les professeurs ne sont jamais d'accord par rapport à cette représentativité. C'est terminé par là. Nous ne cessons. Nous représentons les enseignants, n'est-ce pas, dans leur ensemble, dans leur majorité. C'est important. Quand ils ont des revendications spécifiques, mais nous sommes prêts, n'est-ce pas, pour porter cela. Et d'ailleurs, nous sommes jamais. Nous représentons au-delà de nos organisations tous les enseignants pour cette négociation. Alors, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ce qu'il faut, Nena Aïcha, pour revenir pour des précisions. Nous sommes des légalistes. Ne parlez plus de représentativité. Une minute. Nous sommes des légalistes. Nous avons dit, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère du Travail a produit les résultats de ces élections, résultats officiels et résultats officiels?
Pas du tout, n'est-ce pas? Ça y est là, les résultats. Ah, les résultats. Mais on va vous donner les... Signé l'arrêté du ministre. Oui, mais Non. Ça n'a jamais été publié. Ça n'a jamais été publié. Alors, Attends, mieux. Nous avons déposé un recours en annulation avec 5 organisations professionnelles. Oui. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, ce recours-là n'a jamais donné ses résultats. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la Cour suprême. N'est-ce pas? Tant que ce n'est pas vidé, on ne peut pas produire des résultats. C'est ça qui vaille. Mieux, maintenant, pour dire qu'aujourd'hui... Par rapport aux indemnités, pour revenir au débat. Oui, bon, aux indemnités, là, je pense que M. Gueye a bien dit ce qu'il a dit, vraiment. Je conforte que c'est ça. L'État avait pris des engagements et ils n'ont pas respecté. Chaque année, c'est comme ça. Et les enseignants ont pris leur courage à 2 mains pour alerter au niveau des académies, n'est-ce pas, mener leur combat. Et finalement, le gouvernement a reculé pour dire que dans les prochaines semaines, ils vont définitivement régler le problème. Mais, ce qu'il y a lieu de dire, la vocation d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels, économiques et moraux de ses camarades. C'est ça la vocation d'un syndicat. Comme ce qu'ils font. Ah, je sais pas. Non, je connais. Non, attends, parce que eux, ils disent qu'ils sont dans la participation, ils exercent le gouvernement, ils accompagnent le gouvernement. Nous, on n'accompagne pas le gouvernement. On n'est pas le gouvernement. Nous, on accompagne nos camarades qui nous ont délégués pour défendre leur cause. Et aujourd'hui, ce qui s'impose aujourd'hui dans ce Sénégal-là, tout le monde le sait. Il y a le non-respect du protocole global du 7 février, comme je l'ai dit, en ces termes. Les rappels de validation, les rappels d'avancement, toutes sortes de rappels, ça traîne, n'est-ce pas? Le recrutement au niveau de la FASTEF, ça traîne. Les actes au niveau de Dakar et dans les régions ne sont pas viabilisés. Ils nous ont donné des titres de propriété de façon illégale, parce que ces titres de propriété ne font pas foi. Donc ça pose problème. Donc voilà autant de questions sur lesquelles aujourd'hui l'État vraiment doit répondre. Maintenant, en ce qui concerne l'indemnité de logement, l'indemnité de logement, ce n'est pas une revendication. L'indemnité de logement ne suit pas l'enseignant après la retraite. Nous, les points sur lesquels nous demandons à ce que l'État revienne très rapidement, c'est le respect du protocole du 7 février 2014. En quoi faisant? En appelant toutes les organisations légalement constituées qui ont signé ce protocole-là pour qu'on puisse vraiment essayer de trouver un plan d'action et pour les dérouler, c'est tout. D'accord. Alors, c'est très clair. Alors, quand je dis comme ça qu'ils font, c'était juste une question. Mais dites-moi, parce que également, un autre fait, les professeurs sont victimes également d'agressions. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste peut-être moins de 3 minutes pour terminer sur ça. Oui, c'est une situation que nous condamnons. Et nous les apportons tout notre soutien et notre compassion. Et nous exigeons du gouvernement, de l'État, de prendre des dispositions pour qu'une enquête diligente soit menée, afin que les commanditaires, en tout cas, soient traqués et sanctionnés. Mais tout cela est inscrit dans cette précarité en réalité où vivent les enseignants, plutôt. Vous savez, on nous a appris également de par la presse que par le hasard du destin, cela est tombé sur des collègues des enseignants. Mais il y a eu des attaques, des agressions répétitives dans ces localités. Et quand vous vous rendez dans l'intérieur du pays, vous trouvez des enseignants dans des conditions de vie précaires telles que, mais ces sortes d'agressions également peuvent survenir à n'importe quel moment. Les enseignants dans des abris pouvoirs, les enseignants dans des locaux également isolés, mais ils sont exposés. Raison pour laquelle, et au-delà de ce problème qui affecte les enseignants, c'est un problème de sécurité nationale. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre également les dispositions nécessaires pour que la sécurité soit en tout cas instaurée et renforcée partout sur le territoire.